Vous qui êtes membre du parti radical de gauche, je ne dis pas de bêtises, est-ce que vous vous reconnaissez dans la politique du gouvernement de gauche actuel? Je me reconnais déjà mieux que dans la politique que j'ai subie dans le gouvernement précédent. Donc déjà, il n'y a pas photo par rapport à ça et par rapport, on va dire, au respect des individus, au respect du Parlement, entre autres. Pour autant, c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels on est plus en pointe dans mon mouvement et on n'a pas toujours les réponses. Nous, on voulait aller plus loin sur la loi bancaire malheureusement on s'est arrêté au milieu du gué. Il y a des sujets de société qui patinent comme le droit de mourir dans la dignité qui chez nous est une constante de nos politiques et qui patinent parce qu'il y a des groupes de pression de ci de là et puis de temps en temps je vais être franc, la gauche moraliste pose problème. Le récent débat sur la prostitution je l'ai trouvé très mauvais, je dirais, pour les prostituées eux-mêmes, parce que d'abord il a été pris sous un angle qui est un angle féministe, alors que 30 à 40% des prostituées sont des hommes, donc c'est pas un sujet qui est purement féministe, en fait c'est pas comme ça qu'il fallait le prendre. Et puis parce qu'aussi, là aussi, je suis frontalier, je connais l'Italie comme ma poche. Des textes comme cela ont été votés par un chef de gouvernement, d'ailleurs, qui était un chef de gouvernement qui lui-même se livrait à des activités plus ou moins fantaisistes et extrêmement dégradantes pour les femmes sur ce plan-là. Il a fait voter un texte pour se justifier, on va dire, moralement. Et maintenant, je vois à Turin de la prostitution sous les périphériques, avec des gens qui risquent leur vie, des policiers forcément absents, qui sont censés eux-mêmes pénaliser des clients. Voilà, c'est ce genre de gauche moraliste qui me plaît pas trop, voilà, je le dis franchement. Je comprends pas qu'on puisse faire d'un côté le mariage gay et de l'autre côté faire de la pénalisation sur des questions comme celle-là, au lieu de voir ce qui se passe et ce qui marche en Europe du Nord en la matière, parce qu'on n'éradiquera pas, comme le croit une ministre, la prostitution en France au sein de l'Union européenne. C'est une ineptie. Et puis peut-être parce que je suis un Européen convaincu et que j'ai pas mes quatre cartes de la même nationalité, je trouve aussi que là-dessus, les débats européens sont un peu courts à gauche. J'en veux pour preuve d'ailleurs la quasi non-mobilisation, mais la gauche n'est pas la seule coupable, hein. La non-mobilisation sur les vraies questions européennes au moment où les enjeux des élections européennes devraient tous nous préoccuper. Je suis dans un parti qui est un parti fédéraliste au niveau européen, c'est-à-dire que nous sommes pour une espèce d'États-Unis d'Europe, avec des régions, c'est-à-dire des territoires qui sont organisés, qui ont tous leurs spécificités. On en est aujourd'hui loin à gauche. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le sujet majeur et principal qui devrait être abordé par tous les députés qui se présentent à ces élections ne serait-il pas le TAFTA, le grand marché transatlantique, qui est en train de se négocier avec les États-Unis? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est effectivement un des sujets majeurs. Ça n'est pas le seul, puisqu'on en est à plus de 75% de la législation française, de la réglementation française, qui est d'origine européenne. Alors c'est vrai que je suis plus branché sur des questions agricoles liées à des territoires de montagne ou autres, mais le grand marché transatlantique, moi c'est une inquiétude, parce que jusqu'à présent, les négociations se sont faites de manière assez déséquilibrée, toujours d'ailleurs avec les États-Unis, et avec, il faut quand même le dire, une certaine mauvaise foi de la part du partenaire américain qui est confondante. L'Europe, qui est finalement un pays de petites et moyennes entreprises. Il peut y avoir de la grosse PME. La PME est plus grosse en Allemagne qu'elle ne l'est en France, en Italie également, mais on est quand même un pays de PME, de TPE, pas un pays de méga groupes, contrairement à ce qu'on croit. D'ailleurs, ces méga groupes, ils licencient par paquet de 10 000, alors qu'en général, dans les PME, les PMI, on essaye plutôt de conserver son personnel, et le premier qui saute, c'est quelquefois le patron. Donc, je trouve que là-dessus, on devrait avoir une espèce de task force, de force de frappe pour nos PME, PMI, justement sur les marchés nord-américains. Et alors, on y arrive par des biais un peu particuliers. Moi, j'ai mis en place des clusters sur des thématiques particulières et ça marche. Je suis arrivé à faire pénétrer le marché chinois par des entreprises de montagne sur des créneaux spécifiques dans le développement, notamment dans le Sichuan, d'un certain nombre de choses. Donc, on peut faire des choses intéressantes, mais j'ai le sentiment que la relation avec les États-Unis est une relation qui est plus,
qui est plus ministère des Affaires étrangères au sens de la politique très policée des relations internationales que du rentre-dedans pour faire en sorte qu'il y ait pour le moins une équité entre les deux marchés lorsque des Américains viennent en France et lorsque des Français vont aux États-Unis pour investir aussi. Et je crois que c'est ça qui devrait effectivement sous-tendre et être un vrai débat au niveau des prochaines élections européennes. Il y a d'autres sujets, bien évidemment, mais celui-ci en est un extrêmement important et il n'est pas franchement évoqué. Et le côté très populiste des questions, c'est pour ou contre les contraintes de l'Union européenne, enfin on n'entend plus que ça bientôt, masque des vrais débats. Ce sont des sujets sur lesquels moi j'ai pas mal travaillé, parce que j'ai travaillé fut un temps justement sur de la norme internationale, notamment en matière de télécom et de poste, et de réseaux financiers aussi. Et effectivement, je veux dire, nous avons face à nous, on va dire, un pays qui a un système de judiciarisation complet de son économie. C'est-à-dire que le staff juridique est plus important que le staff technique, bientôt dans certaines boîtes américaines. D'ailleurs, je dis bientôt, il y a déjà des boîtes où le staff juridique est plus important que le staff technique. Vous avez la Grande-Bretagne qui ressemble un petit peu à ça dans sa façon d'ailleurs de se comporter sur les staffs juridiques. C'est normal, la Grande-Bretagne a toujours été plus un pion avancé des États-Unis qu'un État d'Europe sur ce plan-là, sur le plan économique. Donc effectivement, je crois que là-dessus, la vraie guerre, elle est là. C'est qu'on va se retrouver comme certaines procédures menées vis-à-vis de la Direction générale concurrence de Bruxelles, qui ont été des procédures où des entreprises françaises se sont déjà fait avoir, ont été condamnées pour des pratiques, on va dire, considérées comme illégales par rapport aux règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, alors qu'en fait, la règle avait été écrite justement pour faire en sorte que ces entreprises ne puissent jamais aller sur ces marchés. Et les staffs juridiques sont très bons là-dessus. Moi, je me souviens avoir négocié lorsque j'étais fonctionnaire à Bruxelles en faveur d'équipementiers de télécommunications, des modifications de directives parce que les directives qui étaient prises ne convenaient effectivement qu'aux grands groupes qui avaient des staffs juridiques et une petite boîte d'équipementiers qui était quelque part en Ardèche, je cite l'Ardèche parce que je mémorise bien une, avec des gens qui avaient fait du développement économique sur des territoires avec des gens et qui étaient des entreprises qui n'avaient pas envie de se délocaliser au diable mais qui étaient bien implantées dans leur territoire, se retrouver juridiquement en défaut, alors même qu'elles auraient dû être sur ces marchés des équipementiers de grande qualité. Et ce, avec la complicité des quelques très grandes boîtes françaises qui y trouvaient là aussi leur intérêt. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on est une très grande boîte, on licencie par paquet de 10 000, ce qui n'est pas le cas des PME, PMI. Et c'est surtout au regard de ce tissu de PME, PMI européen que je suis inquiet des systèmes de normes qui sont conçus comme des outils de guerre économique, alors même que les entreprises concernées n'ont pas les reins solides au niveau juridique pour justement contrecarrer cela et sont complètement absentes en fait de toutes ces négociations internationales. Alors là, très récemment, on a assisté à un gel des négociations. Comment vous interprétez ça ? Ce gel des négociations qui a eu lieu là. Je crois que, bon, d'abord, il y a les conséquences de l'affaire Snowden qui ont été évidentes. C'est que la défiance a remplacé la confiance, Angélique, sur ce plan-là. D'ailleurs, il est patent de voir à quel point les réactions ont été épidermiques, y compris d'ailleurs et surtout dans des pays où on ne s'attendait pas, parce que la réaction d'Angela Merkel était plus forte que la réaction française. Angela Merkel, c'était un peu la confiance trahie, c'était la protestante type en train de parler et de se dire mais comment peut-on faire ça dans un pays qui là-dessus est lui très moraliste au niveau des affaires. Vous savez ce qui se passe, je veux dire, sur des entreprises où il y a le moindre soupçon de prévarication, tout le monde démissionne. En Allemagne, s'il y a le moindre problème. En France, c'est un petit peu différent. Donc, je pense que cette affaire-là a contribué largement à mettre un voile de défiance. Je pense qu'il y a aussi sans doute des choses que je ne connais pas justement dans ces négociations, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on s'en préoccupe, ou sur certains créneaux économiques, des choses ont bloqué vis-à-vis des États-Unis. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, et je regrette que ce débat ne soit pas un débat transparent, parce que c'est un vrai débat de société qu'on devrait avoir dans le cadre, en plus, comme on le disait tout à l'heure, des élections qui vont venir. Selon vous, est-ce que la France a suffisamment réagi à propos de l'affaire Snowden ?
À l'extérieur, on va dire que c'est apparu comme une prise de position, là encore, très ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire y compris François Hollande quand il s'exprimait. Bon, il s'exprimait de manière forte, pour un Français, qui en général a plutôt un ton plus mesuré. Et lui a quand même un ton très mesuré d'habitude. Donc voilà. Alors après, ce qu'il y a derrière les paroles, c'est autre chose. C'est vrai que les paroles d'Angela Merkel étaient nettement plus fortes, elles étaient courtes, brèves et violentes, à la mesure du dépit qu'elle a dû avoir, elle qui est un partenaire quand même indéfectible des États-Unis. Je pense honnêtement que sous le manteau, les réactions ont été très violentes. Enfin, je connais des gens au ministère des Affaires étrangères. Il y a des gens qui se sont plus parlé pendant un certain temps. Hein. Une fois de plus, j'aurais aimé avoir une réaction coordonnée, conjointe, de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement européens, disant ensemble ce qu'ils ont dit séparément. C'est un problème permanent de l'Union européenne. Je ne demande pas aux gens de parler d'une voix, je leur demande de parler ensemble. Mais est-ce que c'est pas signe d'une mauvaise foi exemplaire, cette réaction de surprise? Tout le monde savait très bien ce que la NSA faisait. Le prisme et même le programme d'avant avait été mis en place en coordination avec l'Angleterre. Tous les États le font, comme le disait Obama. Mais vous faites vos effarouchés en disant que la NSA c'est une honte, mais est-ce que la DGSE française ne fait-elle pas la même chose? Enfin, c'est assez bizarre. Parce que la DGSE française a encore les moyens de faire ça. Elle en rêve, mais, mais voilà. Je ne suis pas sûr qu'elle ait les moyens. Non. Alors qu'il y a une part d'hypocrisie absolue, c'est évident. Enfin, tous les États font de l'intelligence économique. Après, c'est quand l'intelligence économique passe le pas de la privation de liberté individuelle. Après, là, la frontière, elle n'est pas facile à déterminer. Là, quand même, tout le monde savait qu'il y avait de l'espionnage industriel, mais là, ça faisait carrément une grande oreille qui écoute tout le monde, à un point qui est quand même complètement surréaliste. Et qui, en plus, à mon avis, est parfaitement inefficace. Parce que, là aussi, connaissant un certain nombre de réseaux, si ça pouvait servir à faire en sorte que des réseaux terroristes soient démantelés, je serais le premier à applaudir des deux mains. Je suis persuadé du contraire, parce qu'on est sur de l'information tellement en volume que c'est absolument catastrophique pour être utilisé justement pour des questions de protection des citoyens et des États. Là aussi, il faut relativiser sur ce plan-là. Trop d'informations tue l'information. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure d'avoir fait modifier une directive. Comme j'y suis pas arrivé via les parlementaires français, j'y suis arrivé via les parlementaires allemands. D'abord, j'ai pas trouvé les parlementaires français, je vais être franc. En revanche, les parlementaires allemands et les fonctionnaires allemands, eux, je les ai trouvés. Et tout ça s'est réglé un soir aux Armes de Bruxelles avec des verres de Genièvre. J'en buvais moins que les autres de façon à convaincre tout le monde, c'est tout. Mais voilà, c'est une initiative quasiment privée. J'avais eu certes une mission d'État, mais au bout d'un moment, il y a des gens qui quand même réagissent en se disant, bon, quand même, ça va, quoi. Il y a quand même des gens qui ont une conscience professionnelle vis-à-vis de ce genre de sujet. Après, ça peut être aussi une pression de lobby, ce qui quand même, à Bruxelles, est extrêmement fréquent. Et justement, est-ce que ça ne serait pas plutôt un projet des lobbies plutôt qu'un projet des États, ce grand marché transatlantique? C'est le problème global de la prééminence de l'administratif et des lobbies et pas du politique au sein de l'Union européenne. Après, on en revient à cette juxtaposition d'États. Si je suis fédéraliste européen, c'est pour qu'il y ait un vrai État avec un vrai pouvoir politique. D'ailleurs, même les élections en soi, moi, ça m'a toujours surpris qu'on fasse des élections avec des élections par pays. Je vais être très franc. Moi, je préférerais voter pour un exécutif de l'Union européenne avec des gens qui soient allemands, qui soient italiens. Enfin, je me fiche de voter pour des gens de nationalité étrangère, mais où j'ai confiance dans une ligne politique, plutôt que de voter pour des députés, après qui nomment eux-mêmes, qui adoubent une commission qui est purement administrative. C'est vrai que le système en soi est mauvais, et l'Europe mourra un jour de ne pas être assez fédéraliste. Vous pensez qu'il faudrait instaurer une institution supranationale plus puissante et donner moins de pouvoir aux États ? Pas plus puissante au sens de son hégémonie sur les autres, mais qui soit politique. Et donc qui regarde le citoyen. Moi, je suis persuadé qu'il y a énormément de gens très éduqués qui discutent sur les questions européennes. D'ailleurs, il y a un certain nombre de traités, comme le traité de Lisbonne ou autres, qui ont fait l'objet de discussions assez citoyennes. Donc, il y avait des gens qui se sont emparés de ces sujets. Si on donnait la parole aux citoyens sur une élection qui soit plus une élection, non pas de parlementaires qu'on envoie au Parlement
où on regarde simplement le prisme des problématiques nationales, mais en aucun cas le prisme européen, je trouve que ce serait beaucoup mieux et qu'on aurait une ligne directrice. Et moi, ça me gêne pas de voter pour une tête de liste qui serait le tête de liste, je sais pas, des radicaux italiens. Emma Bonino, l'excellente ministre des Affaires étrangères italienne, si elle est tête de liste, y compris en France, je vote pour elle des quatre mains. Mais on voit, vous parlez de quelque chose de plus démocratique et de débat plus citoyen. On voit que l'Europe a quand même tendance à dénier un peu cet état de démocratie. Quand même, avec le traité de Lisbonne, il avait été mis en place suite au non des référendums de la France. Et 2 ans après, on revient et on nous met le traité de Lisbonne sans même nous demander notre avis. C'est quand même assez choquant de faire un référendum. Le peuple dit non, donc on change le nom et on le refait quand même. Oui, non, mais c'est le problème de l'Union européenne. Depuis le début, c'est ce que je vous dis, c'est qu'on est sur une Union européenne où finalement on est dans un système où c'est une technostructure et des lobbies qui ont le pouvoir. Alors il ne faut pas se leurrer, il y en aura toujours. Mais s'il y a une institution plus politique, plus démocratique, et où on fait comprendre à tous les États de l'Union européenne et à tous les citoyens de l'Union européenne qu'ils ont quand même un mot à dire sur la ligne politique qui va être menée, alors après vous pouvez être déçu, pas déçu, après c'est comme dans les élections nationales classiques. Vous pouvez dire il s'est foutu de ma gueule, il a pas fait ce qu'il a dit, le changement c'était pas maintenant, enfin bon. Mais au moins vous avez ce levier qui est quand même, que je sache, le moins mauvais des leviers. Je ne connais pas d'autres systèmes qui soient plus efficaces en matière de politique que la démocratie. Là, on est sur quelque chose qui est une absence de démocratie à l'évidence. C'est un peu comme les systèmes intercommunaux en France qu'on n'arrive pas à faire élire directement, où vous vous dites qu'est-ce qui est bon pour l'agglo de Paris, qu'est-ce qui est bon pour l'agglo de Lyon, qu'est-ce qui est bon pour la communauté de communes du pays des Écrins, et pas simplement dire je vais envoyer monsieur Trucmuche, maire de machin ou adjoint de machin, siéger à l'intercommunalité, ce qui n'est pas un programme ni politique ni démocratique. Pour revenir sur le TAFTA, votre parti, les eurodéputés de votre parti... Nous n'avons, à l'instant où je vous parle, les radicaux de gauche n'ont plus de députés. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc voilà, je suis obligé de vous parler des radicaux italiens. D'accord. Et comment ils se comportent par rapport au TAFTA, ces radicaux italiens, par rapport aux amendements qui sont votés? Parce qu'il y a pléthore d'amendements qui sont votés en ce moment au Parlement européen pour justement accélérer les négociations. Enfin là, plus maintenant, plus ces derniers mois, mais... Les mois d'avant, oui, comment ils se comportent par rapport à ça? J'ai regardé en général les partis les plus actifs, d'une manière générale, l'Union européenne les moins moutons, pour appeler un chat, sont toujours les partis un peu centristes, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que je crois que fondamentalement, tous les partis qui soient radicaux, puisque le mot radical est un mot qui est quelquefois un peu détourné de son sens, mais tous les partis de centre-gauche et de centre-droit, y compris le FDP allemand, avec ces deux partis, quoi. La partie qui est proche de nous, des FDP, qui a quasiment d'ailleurs disparu aux élections nationales la dernière fois, et la partie qui est moins proche de nous, c'est un peu l'histoire entre l'UDI et les radicaux de gauche, donc entre les radicaux valoisiens et les radicaux de gauche. Ce sont des partis qui font très très attention à ce genre de sujet, et à chaque fois, moi je les vois très présents dans les débats. Alors j'ai pas regardé les votes des amendements pour être franc avec vous, ce qui s'est passé, mais tout ce que je vois, c'est qu'il y a des prises de position qui sont à peu près celles que je vous dis là, et qui sont très transpartis. On n'est pas sur un système gauche-droite traditionnel. On est sur un système d'intérêt porté à l'institution européenne et de vouloir la faire fonctionner autrement. Et voilà, alors après vous avez des partis plus agissants dans les extrêmes, et je constate que ce noyau qu'on peut appeler centriste libéral au sens économique du terme, parce que c'est le terme qui convient, et finalement le noyau le plus protecteur des libertés individuelles au sein de l'Union européenne et de son Parlement. Est-ce que vous pensez que ce groupe de partis centristes libéral, disons, a capacité à influencer sur l'évolution de ce traité qui est finalement négocié depuis les années 90 en sous-main par les lobbies à l'Union européenne, quoi. Vu le nombre de députés, je suis un peu inquiet, je vais être franc, parce qu'avec le gros groupe, on va dire, du Parti populaire européen et le gros groupe socialiste européen, c'est sûr que la place est limitée. La place est d'autant plus limitée qu'en général, dans ces partis-là, on est élu sur avec souvent, pas toujours, mais souvent, quelque chose qui est notamment en France, vous êtes viré au suffrage universel national, on va vous placer au suffrage européen à Bruxelles, ce qui en général n'est pas le meilleur moyen de faire un bon député. Et ça marche aussi à droite. Moi, un seul exemple, je vois
à droite dans le sud-ouest un type qui a fait le job qui s'appelle Alain Lamassoure, et je vois qu'il est viré au profit de Michel Alliot-Marie pour être tête de liste parce qu'il faut la recaser. Vu l'âge, on pouvait aussi la recaser chez elle. Et ce type pour qui j'ai la plus grande estime, même si je ne partage pas ses opinions politiques, parce qu'il fait le job et il est vraiment un vrai député européen qui s'occupe de questions concrètes, passe à la trappe. Donc voilà, c'est aussi, c'est plus dans le mode de recrutement, j'allais dire, de ces parlementaires européens que j'ai des inquiétudes. Alors que quand vous êtes dans un parti plus limité, les gens connaissent votre valeur ou pas vis-à-vis de la question qui est réellement posée. Donc ça change un petit peu la donne. Quel bilan est-ce que vous dressez de l'euro? Est-ce que vous pensez que c'est une monnaie qui va se redresser? Est-ce qu'elle va réussir à se stabiliser? Ou est-ce que dans l'essence même, c'est une monnaie qui était vouée à l'échec? Non, moi j'ai toujours été pro-euro, je crois au symbole. L'arrivée de l'euro, quand vous êtes un frontalier, évidemment, c'est enfin. Bon, alors, cela étant, la prise en main économique de l'euro a été quelque chose d'assez dramatique, notamment au regard des poussées inflationnistes que l'on a connues. Enfin, je veux dire, il y a eu un phénomène absolument incroyable à ce moment-là, qui était lié simplement à une entourloupe, je dirais, sur les transformations de prix, qui fait que, enfin, quand vous regardez aujourd'hui et à l'époque de l'euro certains biens de consommation courante et que vous voyez l'augmentation de prix réelle qui a été pratiquée, vous dites qu'on a bien entourloupé les choses. Mais c'est pas ça, c'est pas de la faute de l'euro. C'est de la faute de l'opacité d'un système où l'euro a été simplement une façon de camoufler en se disant c'est une bonne occasion, personne ne comprend ce qui se passe, ce qui n'était pas d'ailleurs pas faux. Mais l'euro, je reste persuadé qu'une monnaie commune est importante au sens du symbole. Le seul problème, c'est que si on fait la monnaie et qu'on ne fait pas l'Europe sociale, on a un déséquilibre. Voilà. Donc, une monnaie simplement pour une monnaie, ça n'a pas de sens en soi. Et d'ailleurs, c'est Jacques Delors qui le disait, il le répétait à l'envi. C'est que le paquet de l'or, il comprenait la monnaie unique, mais il comprenait aussi et surtout une Europe qui était une Europe sociale et qui était une Europe économique et une Europe de la défense, c'est-à-dire qu'on avait quelque chose d'intégré. Et la monnaie allait de soi comme un instrument. Le risque de l'euro seul, comme seul symbole, c'est qu'effectivement la monnaie est une finalité et n'est plus un moyen. Et c'est ce qui se produit en ce moment pour l'euro. Mais le retour aux monnaies nationales serait, je dirais, tout aussi, encore plus, à mon avis, catastrophique, compte tenu de la conjoncture économique. Vous avez dit qu'il y avait un point dans, on va dire, le programme du Parti radical de gauche qui était de penser des lois sur les banques. Est-ce que vous pouvez peut-être développer ce point? Est-ce qu'il s'agit par exemple pour vous de séparer la banque de dépôt avec la banque d'affaires par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres points aussi? Nos amendements effectivement allaient dans le sens de la séparation plus stricte de ces activités. Ils allaient aussi, et on l'a répété, moi j'étais très en colère contre quelque chose qui d'ailleurs a fait l'objet d'une annulation par le Conseil constitutionnel, ce qui est très bien, qui était en fait les cadeaux qu'on a fait aux banques qui ont quand même un aléa moral sur la problématique des emprunts toxiques. Nous on s'est battu pour la suppression de cet article, on l'a obtenu en séance, on l'a obtenu en séance 2 fois, on l'a obtenu en séance en première lecture, on l'a obtenu en séance en deuxième lecture. Pour être gentil avec le gouvernement, on nous a dit de ne pas le redéposer, bon, ce qui ne nous empêche pas de voter celui de nos voisins de l'UDI, ce qu'on a fait. Et le gouvernement, là, cette fois, a rétabli cet article et s'est fait planter au Conseil constitutionnel. Donc j'ai d'ailleurs posé au titre du groupe une question à Pierre Moscovici pour savoir si on allait enfin respecter les décisions du Conseil constitutionnel sur ce plan. Parce qu'il y a cet aléa moral des banques qui est considérable. Enfin, c'est nous qui avons contribué à redresser, enfin, vous, moi, en tant que citoyen, à redresser le système bancaire français. Parallèlement, on est en train de dire vous écrivez des photos, des faux taux TAUX dans les contrats que vous passez avec les collectivités, soit carrément vous ne les mettez pas. La jurisprudence commence à tomber et est en défaveur des banques, évidemment, puisqu'il s'agit d'une entourloupe. Et que dans un texte gouvernemental, on fasse fi de ce genre de choses en disant mais ne vous inquiétez pas, don't worry, be happy. Tout ça n'est rien, on va lessiver l'ardoise et puis on va faire en sorte qu'on puisse aller plus loin. Alors lessiver l'ardoise, pourquoi ?
parce que les civils d'ardoise, parce que la Caisse des dépôts et consignations est coupable en France. Mais au bout d'un moment, moi je ne vois pas pourquoi dans un texte de loi français, on serait aussi en train de protéger la Royal Bank of Scotland et autres joyeusetés bancaires qui ont foutu en l'air le marché international, notamment des prêts aux collectivités, mais ce n'est pas le seul sujet. Donc je crois qu'effectivement là-dessus, on a des positions où on a exprimé une différence qui est assez forte. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qui s'est passé à la fin de la manifestation du jour de colère dimanche dernier, où 262 personnes ont été détenues arbitrairement sur la place Vauban, puis pendant des heures sous la pluie, puis embarquées dans un commissariat du 18e arrondissement et maintenues 24 heures en garde à vue pour rien, parce que 80% de ces gens-là n'avaient absolument rien fait. Première chose, et tout en disant que je ne partage pas la façon dont cette manifestation a été annoncée et l'espèce de patchwork, ce qui est une autre histoire, je pense que dans un pays qui est un pays de liberté individuelle et où la déclaration des droits de l'homme et du citoyen existe, il y a des méthodes qui ne doivent pas être employées, que ça rappelle un petit peu le système de la Guardia civile espagnole, ou le système des gardes mobiles italiens aussi, et qui ont trouvé toujours leur justification dans des États qui étaient des États fascistes à l'époque. Donc voilà, je trouve que là-dessus, je veux dire, on est en France un petit peu trop près de la matraque. Voilà.